Voilà, chers amis, bonsoir à vous, bonsoir à tous et à toutes, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes. Avant donc de commencer notre causerie, notre conversation de ce soir, je voudrais vous saluer tous et toutes depuis votre position, quel que soit donc le lieu où vous vous trouvez, et partager maximum cette vidéo pour que ça puisse atteindre le maximum d'Ivoiriens et surtout et principalement les militants du RHDP. C'est principalement à eux que je veux m'adresser, mais à travers eux, à tous les Ivoiriens, épris de paix, d'égalité, d'équité, de justice, pour ceux qui ont ces valeurs en partage avec nous. Parce que les fondamentaux de notre combat, ce sont ces valeurs-là. Et j'estime que beaucoup d'Ivoiriens qui n'ont pas encore rejoint le RHDP ont aussi ces valeurs en partage. Et je voudrais les inviter à écouter mon message pour que cela serve de leçon, pour que cela serve d'enseignement de façon humble et modeste. Je puisse contribuer à la mise en place de cette nation arc-en-ciel que nous voulons bâtir, ensemble avec le président Alassane Ouattara et avec l'ensemble de tous les Ivoiriens qui partagent réellement cette valeur, qui ne sont pas dans une sorte d'hypocrisie et qui pourraient se laisser entraîner dans cette vague de haine, des xénophobies, du tribalisme, qui est véhiculé par certains, malheureusement, et surtout jeunes, qui, à l'heure où le président Ouattara parle de nouvelle génération, et qu'il estime que la jeunesse est porteuse d'une forte demande de changement de paradigme, c'est malheureux qu'aujourd'hui, certains parmi nous, de notre génération, s'inscrivent dans une ère moyenâgeuse, pendant que nous voulons aller haut, ils nous tirent vers le bas. Et se taire sur ce genre de comportement, ça se rend coupable de ce qui peut arriver si on ne prend pas position, de façon claire et nette, de manière courageuse, en regardant les yeux des autres, dans les yeux des autres et leur dire la vérité. Ce n'est pas une réponse à un individu ou à des individus, mais c'est une réponse à une attitude, à un comportement, à des propos, à un discours pour moi qui sont totalement antagonistes aux valeurs que nous voulons incarner, que nous voulons bâtir durablement dans notre pays. Et donc je voudrais vous demander de partager au maximum pour que ça puisse atteindre le maximum d'Ivoiriens. Pourquoi on ne se trompe pas? Parce qu'il faut qu'on laisse en héritage à nos enfants ces valeurs-là, qui ont permis à des grands pays de pouvoir se développer. Et nous sommes mieux placés pour témoigner de ce que ces valeurs ont été les socles sur lesquels ces grandes nations se sont bâties. L'exemple, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est l'Europe. Et par ma petite expérience aux États-Unis, je puis attester que ce pays vient de loin. Ils ont appris de leurs erreurs. Ils ont certainement, et tout le monde sait, l'histoire nous le dira, c'est le pays qui a connu une guerre de sécession à cause des divisions. Ils ont connu des pires moments de leur histoire. Mais ils ont tiré des leçons de ce vécu-là. Ils ont donc tenté de régler ces problèmes en changeant d'abord de mentalité, en faisant comprendre à leurs enfants et à eux-mêmes que s'ils veulent vivre en paix, s'ils veulent vivre dans une nation développée et rassemblée, ils n'ont pas le choix que d'avoir un partage des valeurs. Voilà pourquoi ces pays-là sont développés aujourd'hui. Et donc, nous devons prendre l'exemple sur ces grands pays-là, comme les États-Unis d'Amérique, l'Europe et autres. Ils ne sont pas arrivés là ex nihilo. Ils ont traversé des péripéties pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Et ce
ce sont ces exemples que nous voulons prendre. Copier les bonnes choses pour les adapter à nos réalités et à nos cultures. Malheureusement, il se trouve des gens aujourd'hui qui sont aussi malheureusement donc dans notre camp et qui font la promotion, donc qui se disent être dans notre camp et qui sont porteurs donc, de ces anti-valeurs. Donc il est de notre devoir de les interpeller et de leur dire que ce n'est pas la bonne manière. Quand on veut faire la politique c'est un sacerdoce. On s'engage pour les autres. On s'engage à changer les choses dans son pays, dans son environnement. C'est un sacrifice. C'est un don de soi qu'on fait pour les autres. Mais quand vous faites un don de soi et que vous-même, vous n'êtes pas un exemple, et que vous voulez donc diviser, vous avez des postures ou bien des positions totalement contraires donc aux valeurs qui permettent la construction et la mise en place donc, de cette nation, je pense que vous faites fausse route. Et on n'a pas besoin de ce type de personnes dans la politique. J'ai écouté le frère Zasso en global ce soir. Bon, ce matin chez moi, certainement le soir chez vous, qui a dit un certain nombre de choses, d'abord sur ma personne, un mensonge éhonté, des choses fabriquées, totalement fabriquées sur ma personne. Rien de ce qu'il a dit n'est vrai. Ce sont des mensonges qu'il a racontés sur ma petite personne. Mais il est important que je clarifie les choses et que je dise la vérité aux Ivoiriens et surtout à nos militants. Peut-être beaucoup ne me connaissent pas et donc pourraient être captés par le discours de Zasso qui est cousu donc des mensonges avec du fil blanc. Et donc il est de mon devoir de leur dire que ce n'est pas acceptable et que je ne peux pas l'accepter. Parce que comme on le dit, un mensonge répété 1000 fois devient la pure vérité. Et donc, comme je l'ai dit, désormais, sur toutes les questions qui touchent la nation, et ma personne aussi, je sortirai pour leur dire ma part de vérité. Parce qu'à un moment donné, ils ont véhiculé dans l'esprit de nos militants ou de certaines personnes que je serais un homme lâche qui n'a pas assez de courage pour se présenter devant les Ivoiriens et dire ce qu'ils pensent. Et donc, pour eux, j'étais dans une position donc de pousser des frères, principalement le frère Lagui Chérif que je salue au passage, donc pour faire un certain nombre de choses. Alors que ce n'est pas de ma nature. Ce n'est pas de ma nature. Pour ceux qui me connaissent, savent que j'ai toujours pris mes positions de manière courageuse, dans des situations difficiles, mais je l'ai fait, sans aucune hésitation, sans aucune peur, avec toute la détermination et la rage donc, que je puis avoir. Je l'ai fait, donc ce n'est pas aujourd'hui que je vais avoir peur, non. Donc ceux qui ont cette façon de me présenter doivent revoir le cliché qu'ils m'ont copié. Et c'est pas vrai. Il a dit un certain nombre de choses sur moi, sur ma candidature aux élections législatives de 2011. Il a dit que j'aurais été financé par le parti à 50 millions et que pour cette même élection, j'aurais emprunté de l'argent aux États-Unis que je dois rembourser sur 50 ans et sur 60 ans. Alors que les élections sont passées en 2011, je suis arrivé aux États-Unis en 2016. Mais comment quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire en 2011 peut emprunter de l'argent aux États-Unis et faire sa campagne? Peut-être qu'il m'attribue un don d'ubiquité, ce que je n'ai pas. J'aurais souhaité l'avoir, mais malheureusement, il n'est pas, M. Zasso. Donc, c'est archi faux. Voilà mon diplôme d'investiture donc, aux élections législatives. Il est écrit le secrétaire général donc, intérimaire du Rassemblement des Républicains, le ministre Amadou Soumaoro, investit solennellement de sa confiance la liste Vivre ensemble, conduite par M. Nzin Kokora Bena, pour défendre les intérêts du Rassemblement des Républicains aux élections législatives du 11 décembre 2011 dans la circonscription électorale numéro 158, localité de Assié Koumassi et Nguessan-Kourou, fait à Abidjan le 16 11e mois 2011, le secrétaire général par intérim, le ministre Amadou Soumaoro. Je vais vous montrer pour que vous voyez, pour dire que ce n'est pas du mensonge. Voici le logo
donc du Rassemblement des Républicains. Je ne sais pas si je peux vous montrer la date. Attendez, hein. Voilà. Je sais pas, vous pouvez faire un effort pour voir la date, le nom du ministre. Amadou Soumaoro, c'est un peu renversé, mais je pense que chacun de nous peut le voir. Voilà. Heureusement que je l'ai sur moi, parce que c'est des documents très importants. Je les porte partout où je suis. Donc voilà ça. Et je suis arrivé ici en 2016. Donc vous voyez très clairement que cet individu est un menteur. Est un fiefé menteur qui a toujours prospéré dans le mensonge et qui pense que dans le mensonge on peut se construire. Cher ami, c'est archi faux. Personne n'a réussi à se bâtir sur le mensonge et sur la base du mensonge. On peut à un moment donné se donner l'illusion que le mensonge nous fait avancer, mais tôt ou tard, la vérité va vous rattraper. On dit le mensonge court vite, mais la vérité le rattrape tout le temps. Et donc, il est pris à son propre piège mensonge. Et quand il était en train de le dire, je me demandais comment ceux qui connaissent le parti, le fonctionnement du parti, qui connaissent le RDR, et comment on finance les campagnes, comment ils regardaient M. Zasso. Puisque aucun candidat investi par le parti ne reçoit autant d'argent. Et moi, je le dis clairement, sans honte, sans gêne, parce que quand tu dis la vérité, tu n'as pas peur. En 2011, décembre 2011, nous sommes allés aux élections, effectivement. Le parti nous a soutenus. Et je vais vous dire à hauteur de combien le parti nous a soutenus. Pour la campagne proprement parlée, le parti nous a donné, en tout cas ce qui me concerne dans ma circonscription, parce que c'est en fonction de la taille donc de la circonscription qu'on te finance. J'ai eu 2 500 000 pour 35 villages que je devais parcourir. 35 villages, chers amis, bien comptés. Et pour ceux qui connaissent Moronou, c'est la sous-préfecture du Bongouanou, c'est-à-dire là où Afinguissan est député aujourd'hui. Et donc, ça couvre 35 villages de plusieurs âmes, avec 2,5 millions. Plus 800 000 francs pour les assesseurs de bureau. Dans ce sens, ça fait mathématiquement 3 300 000. Et pour ceux qui ont déjà participé à des élections, à ce genre donc, de compétition, un seul t-shirt vous fait 2 000 francs. Pour, en tout cas, les t-shirts de qualité moyenne, vous tournez autour de 2 000 francs. Et donc, si vous prenez 1000 t-shirts, ça vous fait, je crois, 2 millions déjà. Alors que 35 villages, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de populations. Donc, ça veut dire, en termes d'abord de t-shirts, vous avez déjà consommé le budget que le parti vous a alloué. Je ne parle même pas des affiches. Je ne parle même pas de voitures de location que vous devez avoir parce que vous devez sillonner tous ces villages et vous devez avoir au moins, en tout cas, un cortège composé de peut-être au minimum 5 voitures que vous devez louer. Si vous avez votre propre voiture, vous devez louer peut-être 4 encore pour compléter. Et pour ceux qui connaissent bien ce domaine de location de voitures, une voiture par jour, si vous n'avez rien payé, pour les petites voitures, c'est 20 000 francs. Pour les 4x4, c'est autour de 40 à 50 000. Vous comprenez? Donc, je ne vais pas vous embêter avec les calculs, mais vous-même, vous allez calculer pour voir combien ça fait déjà sur pratiquement une campagne qui dure une semaine. Et aussi, avant même la campagne proprement parlée, vous devez faire la pré-campagne. C'est-à-dire vous devez aller dans les villages, rencontrer les chefs de village. Et pour ceux qui connaissent la culture Agni, ma grande soeur, que j'appelle ma nièce, Fura Kouran, qui est sur le direct, elle est Agni comme moi, elle peut témoigner. Pour ceux qui connaissent la culture Agni, quand vous allez voir les chefs du village ou les vieux, vous devez être porteur au moins d'une boisson forte. Soit les gins ou les rhums, pour au moins 2 bouteilles pour présenter aux vieux pour les salutations. Une bouteille de rhum ou bien de gin, c'est autour de 5 000 francs. Multipliez ça par 2, multipliez par 35, parce que vous devez aller dans tous les villages, vous voyez mathématiquement combien ça fait. Donc, au bas mot, si vous n'avez rien dépensé pour des candidatures, pour des candidats de petit calibre comme nous autres, c'est au moins 15 millions. Et dans ça, on m'a donné 3,3 millions. Vous comprenez? Donc, vous voyez la peine d'un petit fonctionnaire donc d'aller à une compétition, représenter dignement ce parti sans avoir honte. Vous voyez la gymnastique
que j'ai dû faire pour moins ne pas sortir humilié à cette élection et de représenter le parti de façon digne. Et je l'ai fait et j'en suis fier. C'est vrai, je ne l'ai pas gagné, ce n'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité. Donc, surtout que la région, avant que nous arrivions au pouvoir, n'était pas une région favorable au RDR. Donc, naturellement, c'est pas une honte d'avoir perdu une élection dans cette zone. C'était un essai. J'ai tiré les enseignements donc, de cet essai, de cette expérience, et je compte donc m'investir dans cette compétition, si Dieu le permet. Et donc, chers assos, ton mensonge ne peut pas prospérer. Tu as dit aussi un autre mensonge grave sur moi en disant que je fréquente l'ambassadeur Enza Camara quotidiennement et que je serai chez lui à tout moment. Ce qui est faux, je vais t'expliquer et expliquer aux Ivoiriens que ce qu'il dit est totalement faux. Et pour ceux qui me connaissent peuvent témoigner. J'ai fait la connaissance donc, de l'ambassadeur Enza Camara, donc je salue au passage notre délégué, en 2020, alors que je suis aux États-Unis depuis 2016. C'est en 2020, par mes interventions sur les réseaux sociaux à travers le frère Lagui Chérif et autres, sur différents débats, que j'ai été appelé par le grand frère José Touré. Moi, je cite les noms. Pour quelqu'un qui ne ment pas, il dit les noms. Il ne fait pas des récitations comme le frère Zasso. Et donc, c'est José Touré qui m'a demandé amitié sur Facebook, j'ai accepté et puis il m'a appelé. Il m'a dit, petit frère, vraiment, tu fais du bon boulot, tu aides le frère Lagui à faire ces vidéos. Vraiment, j'admire ton courage, ta détermination. Il faut continuer. Mais je veux parler de toi à l'ambassadeur Enza Camara. Je dis, ok, merci grand frère. Et je vous dis merci pour avoir eu cette considération et au moins reconnaître que je me bats. Ça, c'est une bonne chose. Et donc, longtemps après, je n'ai pas eu de nouvelles de l'ambassadeur, mais j'ai discuté toujours avec le grand frère. Et ce n'est que à la veille des élections présidentielles de 2020 que l'ambassadeur Enza Camara m'appelle pour dire, Okora, tiens, il y a une manifestation à Washington DC pour soutenir la candidature du président Alassane Ouattara. Et donc, je souhaite que tu participes à ce meeting. Et donc, je vais payer ton billet d'avion pour que tu viennes à Washington DC pour participer donc, à ce grand meeting. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'avais cours, mais j'ai dû annuler mon programme de cours pour aller à Washington pour participer à ce grand meeting. Et donc, je suis arrivé à Washington DC. J'ai été logé par mes frères militants, que je salue au passage le frère Enza Fofana. Donc, il s'est battu pour que je puisse être logé dans des conditions donc, idoines. Je le remercie. Et on a fini le meeting le même soir. Et le frère Balson Photo, donc, qui est sur le direct, c'est lui qui allait me chercher à l'aéroport de Washington DC, puisque lui, il est dans le Maryland et il est à Baltimore. Donc, il est venu me chercher, il a voyagé. Et voilà pourquoi on dit que nous ne sommes pas tribalistes au RHDP. Et que nous dépassons les barrières des ethnies. Lui, il est du Nord. Moi, je suis de l'Est. Mais il a laissé tomber tout ce qu'il avait à faire comme activité. De Baltimore, il a voyagé, il a payé son propre carburant. Il est venu à Washington DC, à l'aéroport, pour me prendre et aller me déposer à l'hôtel. Et il est retourné à Baltimore. Le lendemain, il est revenu au meeting. Il est venu me chercher à l'hôtel et on est parti au meeting. Quand on a fini le meeting, que vous avez vu à la télévision, il est venu me redéposer. Et me déposer donc à l'aéroport. Et j'ai pris mon avion, je suis rentré à Arizona. Et je rappelle, il a dit quoi? Ok. Donc, je vais répondre à tout ça où il dit j'ai cassé sa voiture et tout ça, c'est présenté. Donc, il m'a déposé et je suis rentré en Arizona. Un deuxième meeting auquel j'ai participé pour soutenir toujours la candidature du président Alassane Ouattara, c'était à New York City. Donc, où un meeting a été organisé par l'ambassadeur et il m'appelle encore, il paye mon billet d'avion, je rentre à New York, la même procédure se fait et là encore ce sont les militants donc, qui me logent et je vais remercier ma grande soeur que j'appelle affectueusement ma maman Djeneba Diakité, donc qui a payé par l'intermédiaire du frère Enza Fofana toujours, qui a payé donc mon hôtel. J'ai dormi pendant 2 jours, on a fini le meeting. Et les frères que Zasso appelle les fils d'immigrés m'ont reçu donc avec honneur à New York, m'ont invité à manger
Je vais remercier le frère Lamine Touré, qui est aujourd'hui devenu donc mon jumeau, bien qu'il soit très grand, on ne se ressemble pas, mais il est mon jumeau quand même. Parce qu'il y a des jumeaux hybrides aussi, hein. Ça il faut le savoir. On peut avoir des jumeaux filles et garçons. Donc, pour avoir des frères jumeaux et puis vous ne vous ressemblez pas. Donc, Lamine, si tu es sur le direct, ne sois pas choqué si on ne se ressemble pas. Mais c'est ça, la fraternité vraie. Le frère Dao, le frère Silla, le frère Bangal, comme on appelle Touré Deman, mon grand frère qui allait nous chercher, qui allait me chercher encore à l'aéroport de New York, de New Jersey, pour m'emmener à New York, puisque je suis descendu à l'aéroport de New Jersey. Donc bref, voilà des frères que j'ai trouvés dans ce combat. Et c'est ça ma récompense. Et je les remercie. Ce que les autres ne voient pas, les assauts et autres, et ils comptent ce qu'ils vont avoir en termes de matériel, en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes, alors que la vie ne se conjugue pas forcément avec les espèces sonnantes et trébuchantes, mais c'est les valeurs, c'est l'amitié que vous construisez, c'est la fraternité que vous construisez, c'est ça qui fonde l'homme, c'est ça qui fonde l'homme et c'est ça qui est le plus important. Et donc, cher ami, donc depuis, j'ai rencontré donc Enza Camara donc à ces 2 meetings. Je ne le connais pas chez lui. Je n'ai jamais été chez lui. Je n'ai jamais été dans son bureau. Donc, je ne sais pas d'où tu tires ton information que moi, je suis quotidiennement avec l'ambassadeur Enza Camara et qui me nourrissait. Il faut lui demander, il est vivant. Aujourd'hui, il a été nommé consul général donc, de New York City. Donc, je le félicite. Mais depuis ce jour, je ne l'ai pas encore rencontré. Je ne connais pas chez lui. Tout dernièrement, il y a une réunion à New York où je n'ai pas pu participer parce que le délai était tellement court, je n'ai pas pu participer. Où Mme Kandia était, le ministre d'État Adjumani et autres, ils étaient. Mais je ne suis pas parti. Vous comprenez? Donc, tout ça, c'est du mensonge. Il dit encore que en 2010, j'aurais organisé une bande pour aller casser sa voiture. Voilà un gros mensonge. Moi, en 2010, j'étais à Gagnoa. Je suis allé comme fonctionnaire à Gagnoa en 2003 jusqu'en 2011, après donc, la crise post-électorale. Et j'ai quitté la ville. Donc, toi qui es à Abidjan, qui es porte-parole du président, moi je suis à Gagnoa, comment je peux encore avoir le don d'ubiquité, être à Gagnoa, être encore à Abidjan, organiser une bande donc, de malfaiteurs, de militants, de tribalistes, de fils d'immigrés, encore pour aller casser ta voiture. Je n'ai jamais vu ta voiture. J'ai été rencontré une seule fois à un meeting à Gagnoa, à la place Gbagbo, où le grand frère Alexis Nguessan Zekri était. Tu as fait ton meeting, on a assisté au meeting, et puis on est parti. Depuis ce jour, je n'étais plus jamais rencontré. Donc, quelle est cette manière de mentir éventuellement parce que tu es en difficulté, dont tu viens construire des choses qui ne sont même pas donc vraies pour essayer de salir. Et c'est comme ça ce type de personnes prospère. C'est le type des assauts. Et on ne doit pas avoir cette façon de voir la vie, de vouloir mentir pour salir. Tu peux dire des choses sur moi, si c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais mentir seulement dans le souci de me salir, Zasso, ça ne te grandit pas. Et pour moi, je pense que tu auras des difficultés à évoluer dans la vie si tu continues de mentir ainsi. Parce qu'un homme qui ment arrive toujours dans la perdition. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et c'est la poursuite dans laquelle tu t'inscris. Tu comprends? Parce que tout ce que tu as dit est faux. Et ce que tu ne sais pas, tu dis, je suis jaloux de toi. Mais ça dit que, il ne sait pas si tu es chrétien ou quoi, mais il faut avoir peur de Dieu quand on ne connaît pas l'homme. Tu sais, Zasso, en 2010, j'ai organisé un tournoi de football dans mon village au nom du président Hassan Ouattara pour essayer de booster l'image de notre président dans nos régions, où j'ai regroupé 5 villages. Et à ce tournoi, j'ai eu comme marraine donc Anne Ouroto. Et quand je suis allé voir Anne, j'ai déroulé mon programme d'activité. Je lui ai dit, bon, à l'ouverture donc du tournoi, je veux que Zasso vienne pour animer le meeting dans mon village. Parce que le cliché que les gens avaient réussi à faire passer dans l'esprit de nos parents, c'était que le RD était un parti de Djoula. Et donc, pour moi, je voulais casser cette façon de voir les choses et envoyer un BT dans mon village pour faire le meeting et montrer à la jeunesse, montrer à nos parents que ce que les gens viennent leur dire, et principalement le FPI, donc ils vendaient donc, ce mensonge, on détruise ce mensonge. Et j'ai vu Anne, j'ai dit, bon, je veux que Zasso vienne dans mon village, parce que je l'ai vu à un meeting à Gagnoa. Je pense qu'il serait très bien que je l'ai pour le meeting, pour un certain nombre de stratégies.
Et donc, en politique, la géopolitique est une bonne chose. Et Anne de me dire que non, tu sais, Zasso n'a pas encore de voiture. Mais Touré Mamadou a une voiture. Donc, je préfère que Touré parte donc au village avec toi pour pouvoir faire l'ouverture des choses du tournoi. Il dit, il n'y a pas de problème. Puisque Touré aussi est mon ami et qu'on on a mené beaucoup de batailles ensemble. En tout cas, c'est quelqu'un qui m'a formé politiquement aussi et je lui dis merci. Et toutes les qualités politiques donc, que je peux avoir viennent en partie de Mamadou Touré. Et donc, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que Touré est venu. Il a fait l'ouverture donc du tournoi et il est reparti. Et à la finale, Anne est venue avec une coupe, et puis bon, tralala. Donc pour dire que j'avais beaucoup d'estime pour toi. Donc quand tu dis, j'ai quelqu'un qui est jaloux de toi, il va t'inviter, il va avoir le courage, donc la volonté de t'inviter dans son village pour faire un meeting. Anne est vivante. Voilà comment je donne le nom des gens quand je parle, parce que je suis vrai. Anne est vivante, elle est ministre de la fonction publique. Tu peux lui demander, puisque toi aussi tu la connais très bien, il faut lui demander, est-ce que ce que Koukoura vient de dire là, est-ce que c'est faux? Donc j'avais souhaité, et tu ne l'as jamais su, j'avais souhaité que c'est toi qui viennes à l'ouverture du tournoi, mais puisque tu n'avais pas de moyens de déplacement, ça allait être difficile pour Anne d'aller louer un camion, une voiture, pour que tu viennes, tout ça, ça allait faire des dépenses supplémentaires, alors qu'on était dans l'opposition, il fallait économiser donc beaucoup, puisqu'on avait les campagnes donc, qui devaient arriver. Et donc c'est ainsi que tout est venu faire la campagne. Donc tout ça pour te dire que je n'avais aucune jalousie à manifester vis-à-vis de toi. Vous comprenez? Je n'avais aucun intérêt, donc, comment on appelle, à le faire. Envoyez la vidéo à Zasso pour qu'il écoute. Parce qu'il pense que crier dans les vidéos, avoir des repères derrière pour lui donner des réponses, c'est ça qui va faire qu'il va devenir grand. Heureusement qu'il s'est rendu compte que il a été découvert parce que ce n'est pas des excuses, il devait revenir là-dessus. Donc tout ça pour expliquer que je n'avais pas intérêt à casser ta voiture et je n'étais pas habillé. Donc j'étais dans l'impossibilité de le faire matériellement et donc je ne pouvais pas le faire. Et donc je ne l'ai pas fait. S'il y a des gens qui ont cassé ta voiture, ce que je ne crois même pas d'ailleurs parce que tu es un menteur, tu peux manigancer ça, casser ta voiture, tout ça pour avoir de l'argent. Quelqu'un qui cherche l'argent par tous les moyens, il peut passer par tous les moyens pour avoir l'argent. Et tu en as un. Donc je ne crois même pas que des militants du RDR en ce moment aient le courage d'aller casser ton camion. Quel intérêt ils avaient à casser ton camion? Voilà un menteur, un gros menteur, et il va continuer de mentir ainsi. Et ce n'est pas intéressant pour le parti que nous voulons construire. Donc voilà un peu l'histoire de tout ce qu'il a dit. Je n'ai donc jamais cassé sa voiture, je n'ai jamais été jaloux des assauts et je n'ai jamais bénéficié des 50 millions du parti. En tout cas, si ceux qui m'ont donné l'argent, ces 50 millions sont vivants, qui viennent me le dire, me démontrer le contraire. Et les 2,5 millions qu'on nous a donnés, qu'on nous a donnés au cabinet du président de la République, donc aux deux plateaux pour ceux qui connaissent le cabinet, c'est là-bas qu'on a eu l'argent. Et les 800 000 nous ont été envoyés maintenant sur le terrain parce que ça devait servir à payer les assesseurs du bureau. Dans 35, je dirais dans les 35 villages, mais il y a plusieurs bureaux de vote avec 2 000 francs ou 3 000 francs par tête donc, des assesseurs, alors qu'on doit avoir au moins 2 assesseurs par bureau. Donc, vous pouvez imaginer comment est-ce qu'on peut dépenser. Donc, en tant que jeune fonctionnaire des assos, j'ai dépensé de ma propre poche plus de 10 millions de francs CFA. Toutes mes économies sont entrées dedans. Tu comprends? Et donc, si on finance les gens à 50 millions, les élections à venir, là, les élections municipales bientôt, je souhaite que tu sois candidat à Guibérois, on va te financer aussi à 50 millions, et puis tu vas aller aux élections, tu verras. Il faut t'engager, tu vas voir ce que c'est qu'une élection parce que tu n'es pas un politicien, tu es sur les réseaux sociaux, tu n'as jamais mené d'activité politique réelle parce que ce que tu fais, ce n'est pas une activité politique, non. Tu n'as jamais été militant de base, donc tu ne sais même pas comment un parti politique fonctionne. Tu n'as jamais tenu de réunion du parti, donc tu n'es pas, politiquement tu n'es pas formé. Moi j'ai été commissaire politique du RDR, ensuite secrétaire départemental du RDR et adjoint du RDR de Moronou. Et j'ai été aussi directeur de campagne donc du président de la République, du président Alassane Ouattara, du candidat Alassane Ouattara, directeur de campagne adjoint chargé de la santé à Gagnoa et directeur de campagne locale donc, dans mon village. Donc tu vois plusieurs titres que j'ai eu au plan politique. Tu comprends? Donc toi et moi, on n'a pas le même parcours politique. Toi tu es un cyberactiviste, tu bavardes, tu n'as aucune responsabilité politique. Voilà pourquoi tu tiens des propos aussi graves. Et je vais revenir sur tes propos. En ayant le courage de traiter une partie de notre peuple, hier j'ai eu à le dire, et aujourd'hui tu es revenu encore là-dessus. Je pensais que ça allait te donner une leçon. Malheureusement, tu as fait pire que ce que tu as dit hier. Et c'est malheureux. En traitant d'autres personnes, donc des fils d'immigrés, et en allant dire qu'un digne fils de la Côte d'Ivoire, comme l'a dit Chérif, qui est Koyaka, qui vient de Seguila, de Wouroufla,
de Kato est guinéen sur la base uniquement de son patronyme, c'est grave, cher ami. Tes propos sont d'une gravité extrême. Et à ta place, j'aurais honte même de sortir en public. Parce que c'est sur la base de quoi tu dis que Ladji Chérif est un Guinéen et Koukouora est un ami. Mais c'est parce que tu estimes qu'il y a des shérifs en Guinée, donc Ladji est un Guinéen. Voilà le délit de patronyme. Tu n'as pas eu le courage de dire que Koukouora serait peut-être burkinabé parce qu'il n'y a pas de Koukouora burkinabé. Et donc, comme je n'ai pas le délit patronyme, alors la personne pour toi qui doit être étrangère du moins, c'est Ladji Chérif. Vous voyez ce genre d'individu? Donc, chers militants, et principalement ceux qui peuvent être dans le viseur des armes, vous êtes tous, autant que vous êtes, militants du RADP, ressortissants du Nord. Vous êtes tous dans le viseur des assauts. Parce que s'il a eu le courage de traiter Ladji Chérif des Guinéens, il n'hésitera jamais, et je sais qu'il le pense profondément, et il a dit qu'il y a des immigrés, fils d'immigrés autour du président de la République. Il a réussi à identifier un qui est Ladji, mais les autres arrivent. Et c'est plusieurs personnes qu'il considère comme Guinéens, Maliens, Burkinabés, qui sont autour du président de la République. Ce sont des propos suffisamment graves, chers amis. Et j'ose espérer que tu as l'intelligence nécessaire de mesurer la gravité de tes propos. De mesurer la gravité de tes propos. Traiter un Ivoirien au XXIe siècle, en 2021, des Guinéens, sur la base de rien, cher ami, c'est suffisamment grave. Et je pense que, et là je vais m'adresser à la direction du parti, vous devez tirer les leçons, les conclusions de ce comportement. Vous devez tirer les conclusions du comportement de nos frères Assauts en global. Parce que c'est un comportement qui n'est pas bien. Et s'il y a une sorte de contamination dans nos sociétés, parce qu'aujourd'hui, ils se disent influenceurs, et j'avoue que ce sont des influenceurs, vraiment, parce que quand il est en direct, c'est près de 2000 personnes. Après sa vidéo, c'est près de 100 000, 60 000 personnes qui le regardent. Donc, vous voyez les jeunes gens qui ont de l'admiration pour lui, et qui le prennent comme leader, mais ils sont dans cette même posture. Et c'est comme ça qu'on formate les esprits. C'est comme ça qu'on construit une société basée sur ce genre de choses. L'ivoirité qui a prospéré jusqu'au départ de Gbagbo Laurent, mais ça a été construit. Ça a été construit petit à petit jusqu'à ce que ça prenne forme et le monstre est né. Et le monstre a mangé beaucoup d'enfants de la Côte d'Ivoire. Ce monstre de l'ivoirité a mangé beaucoup d'enfants de la Côte d'Ivoire. Et principalement ceux qu'on considère comme étant les fils d'immigrés. Et qui ont le malheur de porter des noms, ou bien, en tout cas, selon eux, ils ont le malheur de porter des noms, donc à consonance de la sous-région. Voilà comment les gens comme les Assauts conçoivent la société sur la base de ton visage, sur la base de ton nom, sur la base de ton accent, on peut t'attribuer facilement une nationalité. Et c'est de ça que le président Ouattara a souffert. C'est de ça que le président Ouattara a souffert. Et c'est les mêmes comportements qui continuent. Quand je l'écoute dans sa vidéo, qui dit « Nous sommes venus prendre la place de nos parents au RDR, Guédé Guina et autres. » Donc, tu t'attribues Guédé Guina parce qu'il est pété. Et donc, pour toi, Guédé Guina est ton frère. Il n'est pas le frère des autres. Il n'est pas le parent des autres parce qu'il est pété. Voilà un comportement tribaliste. Si tu estimes que tu es venu prendre la place des Guédé Guina au sein du parti et que tu revendiques leur héritage, mais tu revendiques l'héritage tribaliste de tes frères, ethnique de tes frères. C'est comme ça qu'on construit une société viable chez Assauts en global. Je crois que le parti doit tirer la sonnette d'alarme sur ce genre de comportement. Sur ce genre de comportement. Et tout ça participe d'une stratégie.
Non, ce n'est pas une question de laisser tomber. Pas, ne voyez pas ça un problème personnel. Ce n'est pas un problème personnel. Il faut mesurer la dangerosité des propos de l'individu. Il faut mesurer la dangerosité de ses propos. Et c'est ça qu'il faut combattre. Il ne faut pas avoir honte, chers amis, chers militants. Il ne faut pas avoir le complexe de dire à ton propre frère, à ton propre parent, que ce que tu fais n'est pas bon pour qu'il change. L'objectif qu'il change. Et j'ose espérer qu'à travers ce genre de message, le frère va changer. Et ne plus jamais tenir ce genre de propos. Trouvez-vous normal qu'après avoir traversé toutes ces périodes difficiles, au nom donc du délit de faciès ou du délit de patronyme, on a eu une rébellion. On a eu la guerre dans notre pays. Et quand ces genres de personnes tiennent de tels propos, au lieu de les interpeller, quand on veut le faire, vous dites non, il faut laisser tomber. Donc de laisser tomber pour que ce genre de discours prospère dans notre pays. Parce que vous savez que la guerre, ça naît dans l'esprit, ça naît dans le comportement et dans les propos. Vous ne mesurez pas la gravité de ces propos. Et ce que ça peut laisser transparaître dans la société. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et surtout quand on a notre histoire, en tant que militant du RDR d'abord, qui avions vécu les atrocités, il ne faut pas banaliser avec la vie, plaisanter avec la vie des gens. Il ne faut pas, comment on appelle, jouer avec la souffrance des gens. Il ne faut pas jouer. Quand on sait que pour ce genre de discours, à cause de ce genre de discours, des familles aujourd'hui restent entièrement orphelines. Des enfants qui étaient promis à un bel avenir ont arrêté l'école parce qu'ils ont assassiné leurs parents. À cause de ce discours. Et quand de telles personnes tiennent encore ce genre de discours, mais vous devez être les premiers à les interpeller en tant que militants et en tant qu'Ivoiriens tout court. Pour leur dire, cher ami, ce discours est dangereux. Tu ne peux pas traiter ton frère ivoirien. Donc, sur la base uniquement donc, de son nom, d'étranger, de Guinéen. J'aurais souhaité que vous demandiez à M. Zasso qu'il vous apporte les preuves de ce que Lagui serait un Guinéen. Salir l'honneur de quelqu'un, la dignité de quelqu'un, le traiter d'une nationalité qui n'a pas, mais vous ne voyez pas le mal que ça peut faire. Et je vais vous inviter à aller demander à M. Ouattara le sentiment qu'il a eu pendant près de 25 ans pour être traité de Burkinabé, alors qu'il ne l'a jamais été. Et le rendre apatride. Et on trouve que c'est normal que, parce que soit Lagui est un citoyen lambda, que lui, on peut le traiter facilement de Guinéen sans que ça choque personne. Et demain, ces mêmes personnes vont s'attaquer à l'opposition quand ils ont un discours. Mais vous n'êtes pas cohérent, vous n'êtes pas constant. Vous n'êtes pas constant parce que vous ne pouvez pas reprocher aux autres ce que vous n'aimez pas. Et vous-même, ça arroge le droit donc de faire ça et que ça puisse passer dans la mentalité des gens et dans la conscience populaire. Comment on construit une nation de cette façon? C'est ça l'injustice. Parce que si vous acceptez le discours des assauts, de traiter Lagui des Guinéens, mais je ne veux jamais voir un militant du RADP condamner les propos de Lida Kouassi sur Kouyaté à Lakota. Parce qu'il faut éviter les deux poids, deux mesures. Si nous avons tous condamné unanimement et que nous avons été choqués par les propos donc, de M. Lida Kouassi sur Kouyaté à Lakota, mais nous devons aussi être autant choqués par les propos des assauts vis-à-vis de Lagui Chérif, qui le traite de Guinéens. Et surtout, je vois les frères du Nord qui sont potentiellement victimes de ça, soutenir un tel individu contre une autre victime qui est Lagui Chérif. Vous voyez l'injustice? Et c'est dommage vraiment, chers frères. C'est dommage. Et si vous vous comportez comme ça, moi, j'ai du mal à croire à un avenir meilleur pour nous-mêmes. Parce que si on n'a pas en horreur ce genre de discours et qu'on trouve que c'est acceptable et qu'il faut le laisser tomber, moi, j'ai peur de l'avenir. Parce que pour moi, quand j'entends ce genre de discours, j'ai la chair de poule. Parce que je me rappelle de tout le parcours qu'on a eu en tant que militant du RDR et de toutes nos souffrances. Chers amis, vous ne pouvez pas imaginer le mal
que l'ivoirité a fait dans notre pays. Peut-être que vous n'avez jamais été victime et donc vous trouvez que, bon, c'est un fait banal. Mais pour ceux qui ont été au cœur de ce chaudron, je peux vous en témoigner. Allez-y à Bobo, allez-y à Derrière, allez-y demander à Zaon, les nordistes qui habitaient dans cet endroit. Ils vont vous rendre témoignage, chers amis. Ils vont vous dire ce qui s'est passé. Des gens qu'on prenait, on mettait dans des égouts, on fermait et c'est terminé. Les égouts, c'est là où les déchets passent. On ouvre, on les met dedans tout simplement parce qu'ils ont un nom nordiste, comme Zasso vient de le faire, qui t'appelle Lagui Shérif. Tu tombes dans un contrôle donc, de ces gens, de ces miliciens. Donc, automatiquement, tu es étranger et donc tu es un assaillant. Donc, tu es proche de M. Ouattara, on te prend, on te met dans un puits de goût, tu es mélangé avec les caca et puis tu es parti. Beaucoup de personnes ont été englouties comme ça. Chers amis, ça ne vous donne pas, ça ne vous donne pas, ça ne vous dit rien, ça ne vous choque pas peut-être. Mais pour nous autres, qui avons vécu ça, ça nous choque. Ça nous choque véritablement et on ne peut pas l'accepter sous aucun prétexte. Et je vous invite à ne pas accepter cela. Et la stratégie de notre frère Zasso, et qu'il essaie donc de distiller dans l'esprit de certains cyberactivistes, donc se disant proches du RHDP, c'est cela. Leur stratégie de division, c'est cela. Il réussit à faire croire que dans le RHDP, il y a des tribalistes, mais comme il ne peut pas dire que le RHDP est un parti tribaliste, il dit non, il y a un groupe qui est tribaliste, mais sans identifier ces personnes. Où est la malhonnêteté? Sans identifier, avoir le courage d'identifier ces gens qui seraient tribalistes, qui sont autour du président Alassane Ouattara. Et quand dans un groupe, on accuse certains d'avoir un certain comportement et qu'on ne les identifie pas, mais ça réjaillit sur tout le monde. Tout le monde est vu comme tribaliste. Et tout à l'heure, je viens de voir un post d'un opposant qui s'appelle Vagbé Andrien, qui dit Zasso vient de confirmer que le RHDP est un parti tribaliste. Voilà l'image que certains militants du RHDP veulent véhiculer dans l'esprit de nos compatriotes. C'est ainsi qu'on fait la promotion d'un parti politique. Moi, je vais vous poser la question. Je veux qu'on discute. C'est ainsi qu'on fait la promotion d'un parti politique. En l'identifiant comme étant un parti tribaliste. Tu ne veux pas voir les autres ethnies. Et en disant clairement que nous les autres Ivoiriens, nous soutenons le président Alassane Ouattara. Qui est autre Ivoirien et qui est un autre Ivoirien? Un Ivoirien n'est-il pas un Ivoirien? Y a-t-il plusieurs catégories d'Ivoiriens? Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions et vous aurez les bonnes réponses. Analysez les propos des uns et des autres et vous verrez que c'est dangereux. Donc, n'ayez aucun complexe à dénoncer, comme ils disent, parce que c'est leur slogan, il faut dénoncer le comportement donc, de certains cadres au sein du parti. Mais nous aussi là, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dénoncer leurs propos quand c'est mal placé? Pourquoi? Et qu'on nous dit, laissez tomber. Parce que ça vient d'eux, et ils ont la légitimité, le droit de dénoncer ce que selon eux serait mauvais. Et nous autres, quand ils tiennent des propos totalement dangereux, on n'a pas le droit de les interpeller et de leur dire, chers frères, tes propos sont éminemment dangereux. Vous voyez ce que vous êtes en train de fabriquer? Vous êtes en train de fabriquer un monstre ou des monstres à plusieurs têtes. On profite d'une situation, donc qui est une situation totalement privée, qui doit rester dans le domaine privé, et on veut emballer tout le monde dans une sorte de vision. Essayer de faire porter une couverture à tout le monde pour dire, voilà, ces gens-là sont tribalistes, ils ne veulent pas nous voir. Pour une affaire, donc privée, totalement privée. Vous comprenez? Parce que tout simplement, l'individu est d'une autre communauté et donc, automatiquement, lorsque quelqu'un dit un mot, on dit les tribalistes.
Ou bien si tu ne prends pas la parole pour dire je le soutiens, on dit que tu es tribaliste. Pourtant, on a vu, et je remercie le frère Lagui, qui a fait une démonstration éloquente. On a vu notre sœur Awa Fofana, donc, qui a eu un comportement qui pouvait entraîner une situation difficile dans le pays. Elle a été interpellée par la justice, jugée immédiatement et déposée en prison 5 ans de prison avec 2 millions d'amendes, laissant enfants derrière. On a vu personne faire des vidéos pour la soutenir. Mais je dirais ça aussi, c'est ça qui est le tribalisme. Parce qu'elle vient du Nord, il n'y a eu personne pour la soutenir. Et quand d'autres personnes ne venant pas donc du Nord et qui posent des actes, ou bien auraient posé des actes, et que nous autres, on ne prend pas la parole peut-être pour les soutenir publiquement, on dit vous êtes des tribalistes. Alors que s'il y a un homme qui devrait soutenir le frère Kakabe, parce que c'est de ça qu'il s'agit, mais ce serait bien Kokora. Puisque je suis Agni, il est Baoulé. Et Bokanda est voisin donc de Bongwanou. Donc j'aurais pu être, s'il était vraiment tribaliste, j'aurais pu être à la pointe. J'aurais pu être à la pointe donc, du combat pour soutenir. Mais j'ai dit, moi je suis dans la poursuite du gouvernement pour dire, c'est une affaire purement privée. Laissons la justice faire son travail. Évitons d'aller dans tous les commentaires. Parce que quand on est en politique, surtout quand vous êtes au pouvoir, tous vos agissements sont scrutés par l'opposition et par l'opinion. Donc vous pouvez tenir certains propos des mains qui vont se retenir contre vous. Donc soyons prudents. Laissons les choses, puisque M. Kakabe est encore à son poste. Donc il n'y a pas péril à la demeure. Heureusement que la justice s'est saisie du dossier. Et j'ai lu dans Jeune Afrique, le président de la République a reçu le ministre. Le premier ministre a reçu le ministre. Ils ont discuté. Mais attendons la suite. Vous comprenez? Attendons la suite. Pourquoi aller dans tous les sens? Et utiliser ça comme arme pour détruire les autres en disant qu'ils sont tribalistes. C'est dangereux et ce n'est pas acceptable, cher ami. Il faut éviter ce genre de discours. Et tu viens de faire une petite vidéo en disant que le ministre Bakongo, parce que c'est ce que tu as mis dans ton titre, mais tu n'as pas eu le courage de le dire ouvertement. Peut-être que je n'ai pas suivi toute la vidéo, mais je ne t'ai pas entendu le dire. Mais si ton titre il dit suite à l'appel du ministre Cissé Bakongo, je présente mes excuses. Mais si effectivement, je ne crois même pas que le ministre t'aurait appelé, mais s'il a fait, cher frère, grand frère Cissé Bakongo, si tu as appelé Zasso, pour moi, ce n'est pas ce qu'il fallait faire. Et c'est ce comportement-là, si vraiment ça a existé, c'est ce comportement qui fait que ces gens-là n'arrêtent pas. Parce que quand il y a un problème, vous prenez votre téléphone, des ministres d'État, et puis vous appelez ces gens qui n'ont aucune fonction précise. À part la caméra qu'ils ont, quelle est la fonction qu'ils ont? Mais quand il y a un problème, on prend le téléphone, on les appelle, et puis ils vous enregistrent. Demain, ils vont balancer ça dans le public. Ils ont ça dans leur téléphone, et puis ils vont balancer. Mais vous montez gravement, vous mettez votre fonction en danger parce qu'on ne sait jamais. Voilà aujourd'hui le frère Kakabe. Où Zasso a encouragé des gens à enregistrer tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le problème est dans le public. S'il n'avait pas encouragé les gens à l'enregistrer, on ne serait pas là. On ne serait pas là et le problème n'aurait pas pris dans une telle ampleur. Mais c'est parce qu'il a été enregistré que tout le monde, des gens ont su. Vous comprenez? Donc, vous voyez. Donc, au contraire, au lieu de l'appeler, je pense qu'il faut faire peut-être un communiqué pour condamner vigoureusement avec la dernière énergie cette attitude totalement contraire aux valeurs de la République et de la nation. Où on peut sur la base de rien, traiter des gens donc de tribalistes, d'étrangers. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut arrêter ce genre de comportement. Et désormais, moi je ne vais plus me taire sur ce genre de questions. Les gens pourront prendre cette attitude comme peut-être, je ne sais pas comment vous pouvez la qualifier, mais pour moi, il faut dénoncer maintenant ce genre d'attitude. Parce que nous avons l'expérience de ce comportement qui a entraîné des problèmes dans notre pays. Et des gens ont souffert de ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'avoir ce type de discours. Et je voudrais dire à nos frères du Nord, ne soyez jamais complexés.
Parce que le développement aujourd'hui en Côte d'Ivoire, la paix en Côte d'Ivoire, la sécurité en Côte d'Ivoire, la justice en Côte d'Ivoire est le fruit de votre combat. Il ne faut pas vous laisser tomber dans une sorte de complexe. Ah, si on parle, ils vont dire que ceci. Non, c'est le fruit de votre combat. Et ça, je suis prêt à le dire et à le redire. Parce qu'il faut reconnaître le travail de quelqu'un. Zasso nous parle donc de ses frères Guéni Kobena. Oui, et je dis Guéni Kobena de Guédé Guina, c'est vrai. Certains sont rejoints ce combat pour aider comme nous autres. Pour aider ce combat à porter. Mais nous étions une minorité. 80% de ceux qui étaient investis dans ce combat sont les populations du Nord. Au point où on a traité le RDR, donc de CDAO. Moi, dans mon hôpital, on m'appelait CDAO. Parce que j'étais RDR. Vous comprenez? On les traitait de CDAO. Et vous avez mené ce combat. Donc si aujourd'hui, chacun de nous, chacun des Ivoiriens est en train de bénéficier dans ce fruit de ce combat, c'est le fruit donc de votre combat. Et donc quand on a à nommer un cadre du Nord qui est compétent, n'ayez aucun complexe à l'accepter. À penser que si on le fait, les gens vont dire non, ils sont en train de faire la part belle aux nordistes. Non, bien au contraire. Je crois que ce peuple n'a pas encore obtenu ce qu'il devait être. Parce que s'il devait être vraiment tribaliste, je ne pense même pas qu'on aurait pu avoir des cadres dans toutes les régions qui sont au RHDP et qui sont comment on appelle, des ministres, des DG. C'est vrai, la vérité, peut-être ça fait mal parce que l'Africain n'aime pas la vérité, mais moi je lui ai dit la vérité. Chez nous, on dit quand la vérité se trouve quelque part chez ta maman et que tu l'enlèves quelque part, tu n'as pas commis le péché. Parce que c'est pour montrer le caractère important de la vérité. Et c'est en disant la vérité qu'on pourra construire une nation forte, sur laquelle nos enfants pourront s'appuyer pour bâtir eux aussi une nation qui vont laisser à leurs enfants. Et de génération en génération, on bâtit une nation forte. Pas avec ce genre de discours, de division, d'opposition d'ethnie contre ethnie. Non, de religion contre religion. C'est pas comme ça qu'on bâtit une nation. Aujourd'hui, on voit le terrorisme prospérer. Mais c'est ce genre d'idée de renfermement sur soi, de penser que celui qui ne pense pas comme vous, celui qui n'a pas la même identité que vous, est totalement, je vais dire, il est repulsif, ou bien on ne peut pas l'approcher. Parce qu'il n'a peut-être pas la même façon de voir que vous, et donc il doit disparaître. Et c'est ce qui s'est passé exactement dans notre pays. Parce que des gens n'avaient pas la même pensée que vous. Parce que des gens n'avaient pas le même nom que vous. Ces gens-là devraient mourir. Et sur cette base, des gens sont morts dans mon pays. Des gens sont morts dans mon pays sur cette base. De catégorisation. De la non-acceptation de l'autre. De la négation de la diversité. Ces gens-là sont morts. Et vous voulez que nous, on se taise sur ça, au nom de quoi? Pour faire plaisir à qui? Parce que c'est quelqu'un qui a payé les études de l'autre, ou bien qui le nourrit, et puis on va se taire. Parce que lui, il s'appelle Zasso, et qu'il est bêté, il est intouchable. Quand on le touche, on dit qu'il est tribaliste. Mais moi, heureusement, je ne suis pas du Nord. Donc on ne peut pas me traiter de tribaliste. On ne peut pas me traiter de tribaliste, puisque je ne suis pas du Nord. C'est les nordistes, quand ils parlent, on dit non, c'est un tribaliste, parce qu'ils ne sont pas bêtés, et les autres ne sont pas du Nord, donc on ne veut pas les voir. Mais moi, au moins, j'ai je vais dire, cet avantage donc, de pouvoir en parler. Puisqu'il ne s'agit pas des amis que je suis en train de défendre. Vous comprenez? Donc ceux qui pensent que on doit arrêter, bon, ça c'est leur point de vue. Je le respecte, mais ce n'est pas mon point de vue. Ce n'est pas mon point de vue, je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais. Quand des gens se sont battus, parce que hier, quand ils se battaient pour avoir la liberté, quand ils se battaient pour avoir la dignité, quand ils se battaient pour que le président Ouattara arrive au pouvoir, pourquoi? Si vous n'étiez pas tribaliste, pourquoi vous ne les avez pas rejoints? Mais ils se sont battus seuls, pratiquement, pour obtenir la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Donc on leur doit du respect. Si on doit faire des faveurs à tout le monde, parce que c'est ça la bonne gouvernance, on doit faire des faveurs à tous les Ivoiriens.
Le développement ne doit pas avoir de couleur. Le développement ne doit pas avoir d'ethnie. Donc le développement doit être reparti sur l'ensemble du territoire. Mais quand on le fait, on doit se souvenir qu'il y a un peuple qui s'est battu pour qu'on en arrive là. Et qu'on leur doit du respect, un minimum de respect. Et qu'on ne doit pas continuer de les piétiner, de les traiter d'illettrés, d'analphabètes et toujours d'étrangers. Et pour ça, je suis prêt à payer tout le prix. À faire tous les sacrifices pour porter ce combat-là. Pour dire non à toutes ces forces régressistes, rétrogrades, qui vont nous emmener encore en arrière. Et ça le dit, s'il le dit, c'est faire du tort à quelqu'un, je n'en ai qu'une et je le dirai. Je le dirai parce que la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. La Côte d'Ivoire ne mérite pas un tel type de jeunesse comme les assos qui sont capables, sans gêne, de dire à un autre Ivoirien parce qu'il vient du Nord, qu'il est étranger, je ne peux pas l'accepter. Et envoyez-lui ma vidéo pour qu'il écoute. Que crier dans la vidéo ne fait pas de toi un intellectuel ou bien un homme de valeur. Je suis contre le négationnisme, les anti-valeurs, l'inversion des valeurs. Je suis contre ça. Et je suis contre ça. Et tout le monde me connaît pour ça. Je me suis battu pour ça. Et contre ça. Je me suis battu pour la liberté, pour l'égalité, pour l'équité des Ivoiriens, quelle que soit leur appartenance ethnique et religieuse. Et je serai toujours contre ce genre de propos divisionnistes. Quand l'individu vient sur la place publique pour dire les gens étaient contre Ahmed Bakayoko, et des gens, il y a des pros Amadou Gon, mes chers amis, et que nous autres, nous serions pro Amadou Gon. Mais est-ce qu'il y a plus pro Amadou Gon qu'Alassane Ouattara? Puisqu'il était investi de la confiance du président de la République. Et le choix du candidat Amadou Gon Coulibaly a été fait de façon unanime. On a vu, est-ce que tu m'as vu à la réunion du bureau politique pour le choix du candidat Amadou Gon, tu m'as vu là-bas? Tous ceux qui ont pris la parole là-bas pour dire Amadou Gon, à commencer par Achille Patrick, par tous ces quatre que vous avez vus, Ahmed Bakayoko, père son âme, qui ont pris la parole de façon unanime, à l'exception d'un seul, Mabri, qui avait hésité. Sinon, tout le reste, les Anouloto, tout le monde était d'accord pour Amadou. Donc, si je suis pro Amadou Gon, Alassane était pro Amadou Gon, tous ces quatre qui l'ont choisi étaient des pro Amadou Gon. Voyez une telle vision? Voyez une telle vision? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'était pas pro Amadou Gon? Puisque c'était le choix du parti, c'était le choix du président, c'était le choix de la base. Donc, dire que Kokora est pro Amadou Gon, je ne vois pas de quoi, qu'est-ce qui est anormal de ne pas l'être. C'est le contraire qui m'aurait surpris. Qu'on dise qu'il ne serait pas proche d'Amadou Gon, puisque c'est un autre choix. Malheureusement, Dieu en a décidé autrement. Il est parti, nous avons souffert, mais Dieu merci, comme Dieu a créé la compassion, l'oubli, petit à petit on entend de se remettre, mais il ne faut pas toujours nous ramener en arrière. Si ça ne t'a pas fait mal, parce que toi, tu es au RHDP pour chercher de l'argent et tu viens de le dire, tu vois que ton discours est en train d'évoluer. Hier, tu disais que tu étais RHDP. Après, maintenant, tu dis que tu n'es plus RHDP, que toi, tu es Alassane Ouattara. Ça fait un peu, chers amis. Ça dit qu'il entend de sortir un peu. Il dit lui, il n'est plus RDR, il n'est plus RHDP, mais il est Alassane Ouattara. Donc, il entend de sortir, alors que hier, il disait qu'il était RHDP, il défendait le RHDP. Aujourd'hui, il dit non, il n'est plus RHDP, il défend Alassane Ouattara. Mais comment on peut défendre Alassane Ouattara et ne pas aimer son parti politique, l'appareil politique qu'il a mené au pouvoir? Quelle est cette contradiction-là? Quelle est cette contradiction-là, chers amis? Aidez-moi à comprendre. Ça veut dire que l'individu, par élan tribaliste, est en train de sortir. Parce qu'il sait que son frère Blé Goudé, Blé Goudé vient de Guibéroa, lui aussi vient de Galébré, ces deux villages voisins. Donc il sait qu'il est sur le départ, il va rejoindre son frère comme il a fait en 2010. Ça, ne soyez pas surpris. Et ça, vous notez ça, vous allez voir. Il va partir, c'est les prétextes qu'il est en train de trouver. Il est en train de trouver les arguments pour partir. Et pour partir, il faut qu'il nous divise. Comment tu oses dire que nous sommes en train de combattre Adama Bitogo? Non, c'est pas vrai, c'est dangereux. Pourquoi et sur quelle base nous allons combattre Adama Bitogo? Sur quelle base? Et quel pouvoir Kokora a pour combattre Adama Bitogo? Quel pouvoir?
Mais parce que tu veux créer la division. Tu veux opposer les uns aux autres. Et donc, toi-même, dans ton esprit, tu fais le clivage. Tu fais le clivage déjà. Et donc, tu vas nous fragiliser avant de partir. C'est votre stratégie. Et c'est ce que vous avez choisi comme plan. Mais, mon cher ami, je te dis que votre plan est voué à l'échec. Ça ne va pas réussir. Et ça ne prospérera pas. Ça, je peux te l'assurer que ça ne prospérera pas. On a vu pire que ça. On a vu des gens qui ont tenté de nous diviser. Au moment où on était dans l'opposition, où on n'avait pas les moyens. Ils ont tenté de nous diviser, mais ils n'ont pas réussi. Babou a tenté à coups de milliards, il n'a pas réussi. Donc ce n'est pas toi un plaisantin qui n'arrive même pas à nourrir ton gros ventre là, qui va réussir à nous diviser. Tu te plains que quand tu vas à Abidjan, on ne te donne pas voiture. Mais au nom de quoi on doit te donner une voiture? Quand les autres Ivoiriens vont à Abidjan, là, on leur donne une voiture, ou bien tu es plus militant qu'eux. Pour qu'on puisse te donner, ou bien tu es plus Ivoirien. Ah, je comprends, comme tu es bêté, tu es propriétaire de terrien, tu es propriétaire de la terre, tu as comme on appelle le titre foncier. Donc toi, quand tu arrives à Abidjan, on doit te donner une voiture. Quand on ne le fait pas, on devient tribaliste. On devient tribaliste, on devient forcément tribaliste et on doit être combattu. C'est comme ça que toi, tu perçois la société. Cher ami, tu te trompes, lourdement. Tu te trompes. Et c'est dangereux ce type de comportement. Et je crois que les uns les autres doivent tirer les conclusions et interpeller l'individu pour qu'il arrête. Parce que s'il y a une sorte de contamination, c'est pas bon. C'est pas bon. Et il faut éviter de créer des syndicats au sein du parti. Des syndicats, donc, des non-nordistes, des syndicats donc, de ceci et de cela, des syndicats de cyberactivistes non-nordistes, des syndicats de ceci et de cela. Il faut arrêter, cher ami. Parce qu'on voit ton plan. Tu es en train de rassembler des cyberactivistes donc qui ne sont pas du Nord autour de toi pour mener ton combat de division au sein du parti. Mais ça ne marchera pas. Tant que nous autres serons vivants, ton plan ne marchera jamais. Ça, je te l'assure. Et tu seras combattu jusqu'à ta dernière énergie si tu t'inscris durablement dans cette voie. Ça, je te le promets. On ne peut pas te laisser faire ce boulot-là. Tu dis que moi, je t'ai félicité. Mais c'est normal que je te félicite. Pourtant que tu vas t'inscrire dans la droite ligne du président et que tu vas mener le bon combat, je vais te féliciter. Et je reconnais t'avoir félicité au moment où, quand tu es venu dans le parti, tu es venu en 2018, à la faveur des élections municipales, tu es venu et tu as commencé à battre campagne pour le président. J'ai dit, je te félicite. Ça veut dire que je n'ai rien contre toi. S'il y avait quelque chose contre toi, je n'allais pas te féliciter. Mais toi-même, tu reconnais que Kokora me félicitait. Ça veut dire que personnellement, je n'ai rien contre toi, mais je regarde ton travail. Si tu fais un bon travail, je te félicite. C'est ça la vie. Mais si tu déconnes, on doit te mettre sur la droite ligne. Et ça n'a rien à voir avec un problème personnel. Et toi-même, tu viens de l'avouer que Kokora m'a félicité. Et demain, si tu changes de posture, je serai le premier à allumer ma caméra pour te féliciter. Mais tant que tu vas rester dans cette posture, je ne vois pas par quel stratagème je vais te supporter ou bien te féliciter. Je ne peux pas. Hier, on a combattu Diony Pachoko parce qu'il nous combattait. Mais aujourd'hui, on le félicite parce qu'il fait un travail donc, de communication pour le président. Mais demain, s'il change, on va le combattre. Donc, il ne dira pas que non, hier, vous m'avez fait ça, aujourd'hui, vous me combattez. Ça dépend. Si tu changes, nous aussi, on change, c'est clair. C'est en fonction de ta position qu'on te juge. Donc, ne sois pas étonné qu'aujourd'hui, on te recadre. On te recadre parce qu'on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ton comportement au sein du parti. De traiter tout le monde d'étranger, des fils d'immigrés. Non, c'est des propos suffisamment dangereux. Et tu es venu faire une sorte d'excuse hypocrite là pour dire non, je ne m'adressais pas à tout le monde, mais je m'adresse à un groupe. Mais il faut identifier ce groupe-là. On va voir. Il faut identifier bien, c'est Lagui seul qui est guinéen dedans. Puisque tu as dit les fils d'immigrés, bon, tu as réussi à identifier un qui est Lagui. Mais et les autres, il faut les identifier. Nous, on attend ta liste des fils d'immigrés. Comme tu dis, heureusement, ce n'est pas tout le monde. Ok. Mais tout le monde dont tu parles, peut-être que tes frères Bété, les Agni, les Dida, et là, ils ne sont pas dedans. Mais tous ceux qui viennent du Nord, tu les considères comme fils d'immigrés. C'est tout. Effectivement, ce n'est pas tout le monde. Puisque moi, tu ne m'as pas considéré comme un Burkinabé ou bien un Ghanéen. Tu as dit qu'Okora est Agni. Mais sur quelle base, est-ce que tu me connais où pour dire que je suis Agni? C'est sur la base de mon nom. C'est sur la base de mon nom que tu trouves que je suis Agni. Et donc, je ne peux pas être guinéen comme Lagui. Mais si Lagui avait eu le même nom que moi, ou bien Kouadio, mais tu n'aurais jamais traité Lagui de guinéen. C'est tout. Parce que tu ne le connais pas. Tu n'as jamais vu ses pièces d'identité. Tu ne connais pas ses parents. Mais tu dis c'est un Guinéen.
C'est sur la base de son ethnie et de son nom. C'est sur la base de son nom que tu le traites de Guinéens. Voilà comment toi tu vois la chose. Et donc tous ceux qui ont les mêmes, les Ladji Chérif, les Mamadou Touré, les Ouattara, les Sekongo, tout cela sont des étrangers pour toi. Puisque tu ne les connais pas et tu les juges sur la base de leur nom. C'est comme ça que toi tu vois la société, cher ami. Et je suis choqué que ça ne choque pas certaines personnes. Donc de notre camp, tu trouves que ce sont des propos qu'on doit tenir au XXIe siècle en Côte d'Ivoire surtout. Sans tenir compte de la souffrance que ce peuple a connue à cause de ces choses. Je suis meurtri, cher ami. Je suis effondré. J'ai été effondré quand j'ai entendu ton discours. Je pensais que tu allais revoir ton discours depuis hier et que la nuit allait te porter conseil. Mais aujourd'hui, tu es venu et tu as identifié un Ivoirien comme un Guinéen. Sur la base uniquement de son nom. C'est un délit de patronyme. Et c'est condamnable. Et je pense qu'il y a une loi contre ça. Et j'invite le frère à prendre ses responsabilités, le frère Lagui, à prendre ses responsabilités. Qu'il te démontre devant les tribunaux que tu es un Guinéen. Qu'il te démontre devant les tribunaux, sa vidéo est publique, que tu es un Guinéen sale. Pour lui, tous les Guinéens sont sales. Voilà comment l'individu donc conçoit des choses. Et j'invite le frère Lagui à prendre ses responsabilités face à de tels propos. Parce que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Et il faut que ce genre de choses cesse. En posant des actes. Nous devons faire fonctionner nos lois. Parce que c'est eux qui sont sur la toile pour dire, on veut la justice, on veut ceci, on veut cela. Mais la justice n'est pas faite pour les opposants seulement. La justice n'est pas faite pour les opposants seulement. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre sœur Awa Fofana est en prison. Mais elle est militante du RHDP. Ça veut dire que lorsque des gens de notre camp posent des actes, mais ils sont justiciables. Et notre frère vient de tomber sur le coup, donc de la xénophobie. Je dirais même du délit, de patronyme et d'accusations graves contre un citoyen ivoirien le traitant donc d'étranger. On ose espérer qu'il a les preuves de ce qu'il a dit. Et donc j'exige au nom du frère Lagui Chérif que M. Zasso en global présente ses excuses publiquement à Lagui pour offense. Sinon, des actions vont être entreprises. Pour que plus jamais, personne en Côte d'Ivoire n'ose traiter un autre Ivoirien d'étranger. Je condamne ces propos. Je condamne ces propos. Que personne d'autre ne dise à un autre Ivoirien sur la base de rien qu'il est étranger. Il faut qu'on arrête. C'est parce que les gens posent des actes dans ce pays, qu'ils ne sont pas inquiétés, que les gens pensent qu'il y a l'impunité dans le pays. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que les citoyens aussi saisissent la justice quand il y a lieu. Et de ne pas laisser ce genre de comportement prospérer dans nos sociétés. C'est des comportements d'anti-valeurs. C'est des anti-modèles. On doit vivre ensemble comme des Ivoiriens. Et même respecter ceux qui nous ont fait l'amitié de vivre chez nous, les étrangers. Ce ne sont pas des animaux. Puisque nous sommes étrangers ici, mais on ne nous bafoue pas. Nos droits sont respectés dans les limites de la loi. Mais pourquoi dans notre pays le contraire devrait se produire? Posez-vous la question. Vous êtes souvent fiers de brandir vos passeports étrangers. Vous êtes fiers de dire je suis américain, je suis canadien, je suis suisse, je suis français. Mais lorsque on arrive dans notre pays, même nos propres frères, ils deviennent étrangers. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Pourquoi on doit le faire et on doit l'accepter? Quel est le tort de Lagui pour qu'on puisse le traiter des Guinéens? Quel tort a-t-il commis? Dites-nous sa faute. Pour qu'on puisse tous le condamner. Parce que pour vous, c'est vous les jaloux. Puisque pour vous, il n'a pas vos diplômes. Bon, toi, jusqu'à présent, on ne connaît pas ton diplôme. On ne sait pas où tu as travaillé, tu n'as aucun métier. Mais c'est toi qui trouves que les autres sont illettrés. Mais on ne connaît pas votre diplôme. Pour la plupart du temps, vous avez le niveau comment on appelle, du premier cycle. Du brevet d'études du premier cycle.
du BEPC. Mais c'est vous toujours, et les autres sont analphabètes, ils sont illettrés, parce que vous avez construit ça dans la société. Et ça, il faut le combattre, parce qu'ils ont toujours estimé que les nordistes sont illettrés, ils ne vont pas à l'école. Voilà leur conception donc de la chose. Et ils le disent publiquement, sans que personne ne réagisse. Parce que peut-être on est complexé, on a peur que oui, il y a ceci, il y a cela, mais pourquoi vous devez avoir peur, chers amis? N'acceptez pas qu'on vous traite d'illettrés. Moi, j'ai fréquenté beaucoup de nordistes qui nous ont supplantés. J'ai des amis avec qui j'ai fréquenté au lycée scientifique, des Yamoussoukro, qui étaient plus brillants, des tri, en mathématiques, qui étaient brillants, qui ont eu des bourses étrangères. Mais c'est des nordistes. Pourquoi vous pouvez traiter toute une communauté d'illettrés? Au nom de quoi? Sur quelle base? Maintenant, vous les traitez d'illettrés. Quand on sort les cadres nordistes qu'on les nomme, vous dites qu'ils sont tribalistes. Mais vous dites qu'ils sont illettrés, non? Donc, logiquement, on ne devait pas trouver de cadres qu'on puisse nommer là-bas parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Mais quand on les nomme, maintenant vous dites, ah, ils sont tribalistes, ils sont ceci. Mais c'est vous démontrer qu'il y a des cadres là, il y a beaucoup d'intellectuels là-bas, peut-être mieux que vous. Vous démontrez le contraire, et je suis d'accord avec ça si on les nomme. Pour vous démontrer le contraire, pour que vous arrêtiez cette façon donc de catégoriser les gens. Pour que vous arrêtiez. Parce que vous, on essaie de construire dans notre société donc, une sorte donc, de groupe qui serait inculte, qui serait analphabète, qui serait illettré. Et petit à petit, on est en train d'ancrer ça dans l'esprit des gens. On est en train de formater ça, cela. Et voilà pourquoi, en Côte d'Ivoire, il fut un moment. Voilà en Côte d'Ivoire, il fut un moment où, quand on dit Djoula, on pose la question à un enfant. Hein, et on dit qui est assaillant? On dit c'est un Djoula. Mais c'est parce que le discours a prospéré dans la société. Et l'enfant, comme c'est des gens donc, qui captent ce qui se passe dans la société, donc l'enfant a capté le discours des grands. Et donc pour lui, un assaillant, c'est égal à un Djoula. Voilà la définition qu'on a inculquée dans la tête de nos enfants. Et c'est la même définition que Zasso est en train de construire petit à petit dans l'esprit des gens, qu'effectivement il y a des fils d'immigrés. Et donc tous ceux qui s'appellent shérifs et autres, voilà les fils d'immigrés. Voilà comment on construit des choses dans la tête de nos enfants et qui vont entraîner des choses donc plus graves devant. Et quand on en parle, il y a des complexés, ils sont tombés sur le charme donc des gens, je ne sais pas par rapport à quelle valeur, mais ils ne veulent pas qu'on en parle. Tout simplement, quand on ouvre la bouche, oh, ne parlez pas. Ne parlez pas. Au nom de quoi? On doit avoir peur de qui? Qui paye, comment on appelle, le truc de quelqu'un? Qui paye? Et il ose me traiter de PDCI. Viens dans un PDCI. Mon frère, est-ce que tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? M. Ouattara était numéro 2 du PDCI en 90. Et tu dis en 94, moi j'étais déjà vieux. En 94, j'étais en première au lycée scientifique de Yamoussoukro. J'avais 19 ans. Parce que ici, je n'ai jamais doublé de classe. Je suis allé à l'école à 7 ans. Et donc, quand tu calcules du CP1 comment on appelle, au CM2, ça fait 6 ans. Donc, j'avais 13 ans quand j'allais en 6e. Pour arriver en première, ça fait 6 ans. Donc, quand tu ajoutes 6 ans sur 13 ans, ça fait 19 ans. En 94, quand on créait le RDR, j'avais 19 ans. Et nous étions tous PDCI, avec M. Ouattara, Bédié et tout ça. Et lorsque ce même discours de l'ivoirité a ressurgi avec M. Bédié et qu'il a voulu ostraciser M. Ouattara et par voie de conséquence, tous ceux qui étaient considérés comme donc, faisant partie de l'ethnie de M. Ouattara étaient ostracisés. Nous avons dit non, nous avons pris notre courage. Et depuis 1994, nous n'avons jamais vacillé. Nous avons gardé notre position initiale. On n'a jamais changé, on est resté tel. Pour dire non à l'injustice, non à la catégorisation. Voilà ce qu'on a fait. Si tu ne connais pas l'histoire des gens, il faut t'asseoir, on va t'enseigner. Cher ami, on n'est pas la même chose. C'est toi qui n'as pas d'histoire qui fait les va-et-vient, va-et-vient, va-et-vient. Moi, je ne suis pas comme toi. Comme le président Ouattara a dit, les essuie-glaces, ils vont ici, ils vont là, ils vont ici, ils vont là. On n'est pas la même chose, cher ami. Voilà. Si tu as besoin de ce genre de personnes, va chercher ailleurs. Ce n'est pas Kokora en tout cas. Qui met quiconque au défi de m'avoir vu dans une réunion du PDCI. Ou bien d'avoir eu une carte de PDCI. Jamais. On a affronté vos anti-chambristes à la cité d'Abobo 2. Pour ceux qui ont fait les cités, ils savent ce qu'on appelle anti-chambristes. Ce sont les gens qui ne sont même pas étudiants, mais que la FESI recrute pour brimer et mater tous ceux qui étaient de l'opposition, donc principalement proches de M. Ouattara. On les a affrontés. Tu peux demander à Karamoko et à Yoro. On était dans la même cité.
On était dans le même bâtiment H. Il était au H2, il était au H3 au-dessus de nous. Nous avons combattu ces gens-là dans les cités universitaires. En ce moment, j'étais encore étudiant. Cher ami. Donc, nous, on a une histoire avec le RDA, avec M. Ouattara. Vous, les arrivistes qui êtes arrivés en 2007, qui a fait 3 ans, tu es reparti, 7 ans après, tu es revenu. On n'est pas la même chose, cher ami. Voilà. Si tu veux qu'on se dise la vérité, on va se dire la vérité. Tu dis, je suis ton grand frère. Bon, peut-être je ne sais pas. Et toi-même, tu as dit, c'est parce que tu es stressé que tu parais vieux. Mais tu es stressé pourquoi? Quelqu'un qui vit en Europe, tu es stressé. Mais c'est parce que tu veux vivre facilement. Or, quand on veut vivre facilement, qu'on attend toujours de l'autre, on est toujours stressé. Parce que quand tu attends qu'un ministre te donne l'argent et que tu attends son appel, il ne t'appelle pas, mais tu es stressé. Tu ne sais pas comment tu vas vivre, tu vas faire tes besoins. Donc, tu es toujours stressé. Mais quand tu travailles de tes propres mains, tu n'es jamais stressé. Parce que tout est planifié d'avance. Tu sais à la fin du mois ce que tu vas avoir. Donc, pourquoi tu vas être stressé? Donc, si tu es stressé, la raison, c'est que tu refuses de te battre. Et moi, je te conseille de te battre, comme les autres. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire encore. Heureusement, tu vas faire 4 mois. Mais je te conseille donc d'entreprendre des choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aujourd'hui dans ce pays, qu'on peut entreprendre et puis avoir de l'argent. Il ne faut pas toujours rester là pour compter sur d'autres personnes, sur la poche des autres. Tu seras toujours stressé et tu vas paraître vieux. Alors que peut-être tu ne l'es pas. Mais à cause de vouloir vivre facilement, tu finis comme ça. Et tu grossis bêtement. Parce que tu manges n'importe quoi. Et donc tu grossis comme ça. Et tu penses que c'est une bonne chose. Non, ce n'est pas une bonne chose, cher ami. De vivre au dépend des autres. Et lorsque tu ne gagnes pas, tu es obligé de crier dans les vidéos pour insulter les gens. Mais tout ça là, ça te donne le stress. Ça fait monter et donc ça te donne une hypertension artérielle. Ce qu'on appelle communément les HTA. Voilà ce que tu subis. Et tu ne fais pas attention, ce n'est pas mon souhait, mais à force de crier dans tes vidéos parce que tu attends quelque chose et tu ne l'obtiens pas, mais tu cries, ta tension monte, mais c'est le sang qui flue, le flux sanguin qui va dans ton cerveau et tu ne sais pas ce que ça veut provoquer. Tu ne sais pas ce que ça veut provoquer parce que, bon, tu as moins de connaissances en santé, en matière médicale, donc peut-être que tu ne le sais pas, mais je te le dis, c'est dangereux, il faut arrêter. Pour vivre moins stressé, il faut vivre au dépend de soi. Il faut dépendre de soi-même. À partir de ce moment, tu es à l'aise, tu n'attends rien de personne. Oui, je suis là, je n'attends rien de personne, donc je ne suis pas stressé. Je sais ce que je vais avoir la semaine qui vient. Donc pourquoi je vais être stressé? Je sais déjà, j'ai planifié. Voilà combien d'heures que je dois faire pour obtenir ça. Donc si je vais obtenir telle somme, je travaille en fonction de l'heure. Et puis j'ai ce que j'ai. Et j'attends. Donc pourquoi tu vas être stressé? Si on me demande l'argent au pays, je dis bon, donnez-moi une semaine. Puis je travaille, j'envoie, donc il se passe stressé. Mais quand tu ne travailles pas, que tes parents te demandent l'argent, on dit que quelqu'un est malade, et toi tu dois appeler un ministre ou bien un DG pour avoir l'argent, tu l'appelles, passe pas, ton cœur est coupé, comme on le dit communément. Et donc tu es stressé, ça va te donner des choses, tu vois, un problème de santé mentale et physique. Et je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal. Parce que si tu étais normal, tu n'allais pas avoir ce genre de propos. Et venir t'excuser après. Un homme normal ne fait pas ça, non. Parce que bien que tu t'es excusé, mais les propos restent. Les propos restent. Et tu es identifié dans la société étant comme ceci. Voilà pourquoi l'acte que tu as posé en 2010 te suit jusqu'à aujourd'hui. Et ça restera dans l'histoire. Que tu as traité à un moment crucial un candidat qui comptait sur toi, qui t'avait donné sa confiance, qui t'avait placé auprès de lui. Mais tu l'as déçu à un moment donné, tu l'as trahi. Et ça va te suivre toute ta vie et ça va se répercuter sur tes enfants. Ils seront vus comme des enfants d'intérêt. Et lorsqu'ils vont poser un acte qui est un peu suspicieux, on va dire, oh, lui là, vous ne connaissez pas son papa. Son papa, c'est lui qui a traité M. Ouattara ici publiquement. Voilà comment on devient dans la société quand on ne fait pas attention. Et donc, c'est un conseil de frère. Comme tu dis, je suis ton grand frère, je l'accepte, c'est un honneur. Je dis que je suis plus âgé de toi que toi. Bon, bien que tu ne connais pas mon âge, mais tu dis, je suis plus âgé que toi, c'est pas grave. Moi, j'accepte. Parce que pour toi, tu es encore gamin, adolescent, et donc, je comprends ton comportement, mais je dis, en tant que grand frère, je te donne des conseils, il faut arrêter. Il faut arrêter, ça ne doit pas te ressembler à toi. Surtout pour avoir été porte-parole adjoint du président, chargé de la jeunesse. Et quand M. Ouattara fait confiance à quelqu'un, c'est une lourde responsabilité qui lui confie. Et on t'a donné cette responsabilité, cette grande confiance de M. Ouattara. Ce que beaucoup n'ont pas eu autour de M. Ouattara. Les Karamoko et Yayo qui sont battus, mais ils n'étaient pas porte-parole du président. Pourtant, il était le président des jeunes du RDR.
Mais il ne l'a pas été. On a préféré te prendre. Et l'histoire de son... C'est un menteur, ce gars. Quand il dit qu'il est parti à la télévision et qu'il n'y avait personne pour aller faire le débat, c'est faux. C'est parce que les Mamadou Touré sont à un certain niveau, ils ne veulent pas te répondre. Ils sont ministres, donc ils ne veulent pas descendre à ton niveau qu'ils ne te répondent pas. C'est pas parce qu'il n'y avait personne pour aller mener le débat. Est-ce que, entre nous les frères, quand vous regardez Zasso là, il s'est fait débat plus que Mamadou Touré. Il s'est fait débat plus que Mamadou Touré. Mais je vais vous expliquer la raison pour laquelle il est parti. Au départ, c'était Mamadou Touré qui devait aller faire le débat. Et ça a même été annoncé dans le Patriote et dans le journal de Nord-Sud de Mété Sendou. Et à la dernière minute, les gens se sont dit, bon, c'est une question d'élection. Et il faut qu'on adapte une stratégie de géopolitique. Et donc, comme dans la tête, je l'ai dit toujours, les gens ont fait croire aux Ivoiriens que le RDR et M. Ouattara, c'est le parti des nordistes, des Doula. Alors, il faut déconstruire cela. Et donc, ils ont préféré stratégiquement envoyer à la dernière Zasso pour aller faire le débat. Pour que, voilà un BT, donc, qui supporte M. Ouattara, qui est contre M. Gbagbo. Donc, ça montrait très clairement la géopolitique du RDR et du candidat Ouattara. Voilà où est partie donc l'histoire du débat de M. Zasso avec Blé Boudé, Nabidé et Kakabi. Voilà comment l'histoire est partie. Et donc il ment pour dire non, tout le monde avait fui. Quand vous regardez Mamadou Touré, il peut fuir le débat. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'homme, on peut mentir. Et des gens qui ne le connaissent pas, ils vont accepter ça. Demandez à plusieurs personnes qui connaissent Mamadou Touré. Il dit que moi j'utilise le nom de Mamadou Touré. Il faut que moi je vais le voir. Il faut demander, comme tu dis tu le vois, il faut lui demander. 6 mois depuis les ministres, on s'est rencontrés une fois. On s'est rencontrés une fois au siège. C'est tout. Depuis lors, on ne s'est même plus rencontrés. Donc, pourquoi penser qu'on est la même chose? Non. Non. Cher ami, il faut te détromper. Donc, pour ceux qui connaissent Mamadou Touré, il partait affronter les Sorbonnards, entourés de près de 1000 personnes. Il mène débat, il les met tous au chaos et tapis. Qu'on appelle chaos debout, comment on appelle ça, chaos debout bien quoi là. Ils les mettaient tous chaos. Vous pouvez demander, les vivants sont là. Demandez à Nado Clément, demandez à Richard Dakouri quand il va revenir de son exil, demandez à Salam, demandez à Armand Belga, tous ceux-là, les Awadi et autres, ils connaissent Mamadou Touré à la Sorbonne. Donc toi, quelqu'un qui a mené le débat entouré de 1000 personnes, tous du FBI, et puis il les a battus, c'est à la télévision, avec Blé Goudé et l'autre, il va avoir peur. Regardez un mensonge comme ça, tu continues de mentir et hontement. Tu continues de mentir et hontement. Et comme ces gens-là ne peuvent pas te répondre parce qu'ils sont ministres, ils ne veulent pas descendre à ton niveau, donc tu prospères dans ton mensonge et tu penses que c'est une bonne chose. Mais les gens te regardent, ils savent que tu mens et donc tu ne peux jamais avoir leur confiance. Parce que ce que tu dis est totalement faux. Comment tu peux dire que des militants du RDR sont allés casser ta voiture? En 2010 où on avait besoin de gagner une élection, c'est là on va aller casser ta voiture. Regardez des mensonges comme ça. Bon, tu n'es pas chrétien, donc tu peux mentir sans avoir peur. Tu n'as pas la crainte de Dieu, donc tu peux mentir sur les gens. Sans avoir honte. En disant ce que tu ne sais pas. Sur les autres, tu imagines. Et tu as un repère derrière, donc tu te donnes les réponses. Tu n'as pas honte. On sent que tu es déstabilisé dans ton direct. Parce que tu n'as pas les réponses qu'il faut. Tu es gêné. Mais parce que tu mens. Quand on n'est pas vrai dans la vie, c'est comme ça. Chez nous, on dit, quand tu as dit la vérité le matin, là, quand le soir arrive là, ton cœur bat pas. Tu as déjà dit la vérité le matin. Mais quand tu as menti le matin, quand le soir arrive, quand on sait que tout le monde va venir à la maison, là, tu as peur. C'est pas ce qu'on va te découvrir. C'est ton cas. Donc je tenais à te faire ce recadrage très rapidement pour te dire, parce que beaucoup ont fait croire que Kokora avait peur, il manipule Ladji, il se met derrière lui pour parler, il est lâche, pourquoi il n'utilise pas sa page donc pour débattre ou bien pour se prononcer. J'ai décidé désormais, j'ai même créé une page spéciale qu'on appelle lutte contre l'intox sur le net. Si vous tapez lutte contre l'intox sur le net, vous allez voir, ça va apparaître avec le logo de la présidence, du symbole de la présidence. Abonnez-vous là-bas. Désormais, toutes les questions qui vont vous passer par la tête, les grandes questions essentielles, hein, ce n'est pas les histoires des Apoukou, des Love Gugu, autres là. Non, je ne parle pas de ça. Les grandes questions politiques de notre nation, telles qu'en économie, en droit, en stratégie politique, en politique internationale, interpellez-moi, je vais faire une communication. Parce qu'il est temps qu'on se lève, parce que 2025 n'est pas loin. Il faut qu'on se lève. Ceux qui ont peu de connaissances se lèvent.
pour rééduquer ces gens-là, parce que leur communication, les gens comme les assos, ils ont un seul angle qu'ils utilisent. Parce qu'il ne peut pas pour les assos, il ne peut pas parler de droit, il ne peut pas parler d'économie, il ne peut pas parler de politique internationale. Il est toujours dans un seul canevas. Soro, coup d'État, Gbagbo, rébellion, les rébellions ont tué mes parents. Pourtant, il oublie de dire, il refuse de dire qu'avant la rébellion, ses parents aussi ont tué les parents des autres. Et c'est ça qui est la vérité. Mais toujours, il va venir dire, la rébellion a tué mes parents, la rébellion a tué mes parents. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tes parents aussi ont fait? Pourquoi tu ne le dis pas? Mon cher ami, c'est ça aussi la vérité. C'est ça aussi la vérité. Ne pas avoir peur de dire la vérité. On doit être précis. Quand des gens encouragent le viol, justifient le viol en 2000, sur un plateau télé pour dire, ces filles-là ont cherché, comme si elles ne connaissaient pas garçon, donc c'était une occasion pour elles d'aller se livrer pour découvrir ce que c'est que garçon. Et toi, tu oses venir dire, la rébellion a tué mes parents. Qu'est-ce qui a conduit à la rébellion? Il faut expliquer aux Ivoiriens. Moi, je souhaite que tu expliques. Ce qui a conduit à la rébellion, là, il faut nous expliquer. Qu'on prend des gens chez vous à Gagnoa, des nordistes comme Seriba, qui est dentiste, qui est aujourd'hui député donc, du RADP. Et sur la base donc, de ce que les secrétaires départementaux du RDR de Gagnoa, on le prend, on le frappe jusqu'à mort. Et qu'il est sauvé par l'ONUCI. Et sur ça, beaucoup de nos militants sont morts à Gagnoa. Je me rappelle de tous ces événements. Demandez à Dambélé Moussa, il va vous dire. Au maire, dans l'ancien maire du RDR, Bamba Megui, demandez-lui, il va vous dire. Combien de fois on a transporté les malades, les blessés à l'hôpital, enterré nos morts, cher ami. Toi, tu dis que tu as soulevé le corps de militants de 2007 à 2000, jusqu'à ce que tu nous quittes là. Quel militant d'IRD a été tué? De 2007 là. Un menteur comme ça. Tu as soulevé le corps des militants d'IRD quand? C'est vous qui tuez les gens. En 2004, lorsque les avions de M. Gbagbo ont été cassés, les hélicoptères de guerre ont été cassés par les Français, qu'est-ce que vos parents n'ont pas fait à Gagnoa? Le commerce des gens, les commerces des gens ont été pillés. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Dao, parce que c'était en novembre. On devait donc, pour les fêtes de fin d'année, le gars a fait le remplissage de son magasin. Ces jeunes gens-là, montés par les assos et autres, ils sont allés piller les magasins des gens. Ce monsieur, près de 12 millions, le pauvre jeune qu'il a mis dans son magasin, tout est parti comme ça. Et ils appelaient ça, comment on appelle, VS, vol sécurisé. La FESI, qu'elle n'a pas fait. Et aujourd'hui, vous avez le courage de venir donner des leçons aux gens, de nous rappeler que vos parents ont été tués. Mais les parents des autres aussi ont été tués. Voilà. Donc si vous voulez qu'on soit révisionniste, on va être révisionniste. Il est clair. On va être révisionniste. On va être révisionniste. Des menteurs comme ça qui disent que les statuts et règlements intérieurs du RDR ont été écrits par Gbagbo et Bogadou. Il y a des menteurs comme ça. Hein? Prouvez-nous qu'ils étaient là quand on écrivait notre... Parce qu'ils sont plus intelligents que l'Amadou Gon, l'Amadou Soumaoro, donc qui ont écrit les statuts et règlements intérieurs du RDR. Donc c'est Gbagbo qui a écrit ça pour nous. Vous êtes des plaisantins, quoi. Des plaisantins, des menteurs, des fiers menteurs. Vous êtes des menteurs, et je vais vous le dire. Vous comprenez? Vous n'avez pas participé à l'écriture des statuts et règlements intérieurs de notre parti, le RDR. Jamais. Parce que c'est une manière de vous accaparer le travail des autres pour dire, comme Gbagbo est bêté comme moi, Bogadoudou est Dida, donc ils ont écrit les statuts et règlements du RDR. Donc je suis propriétaire du RDR parce que vous voyez tout en ethnie. Vous voyez tout en bêté. N'importe quoi. Donc, chers amis, je tenais à faire cette clarification, dire à Zasso en global que la récréation est terminée. Voilà. De manière très posée, on va vous apporter les réponses idoines. Voilà. Tant que vous allez vous inscrire donc dans cette voie de piétinement de nos valeurs, de nos principes, sachez qu'il y aura des Ivoiriens aussi qui vont se lever pour vous dire la vérité. Et j'en fais partie et j'en ferai partie. J'en ferai partie. Je ne demande aucun sou. Je n'en ai pas besoin. Mais je vais ouvrir ma caméra comme vous avez l'habitude de le faire. Et vous pensez que parce qu'on ouvre une caméra, on doit vous payer, on doit vous donner l'argent. On va vous montrer qu'on peut ouvrir une caméra, faire des vidéos sans demander quelque chose. On va montrer cet exemple. Et il est temps qu'on montre cet exemple. Que d'autres Ivoiriens peuvent ouvrir leur caméra, porter donc, comment on appelle, une idéologie, faire la promotion d'un parti politique sans demander quelque chose en retour. Parce qu'il faut que ces valeurs-là reviennent.
C'est pas parce que pour, surtout en Occident, on ne paye pas, en tout cas chez nous, ici, on ne paye pas Internet. Voilà. Donc c'est pour vous dire que pour ouvrir sa caméra pour faire vidéo, on n'a pas besoin d'être payé pour ça. Donc ceux qui sont venus dans ce combat pour faire des vidéos, pour penser qu'on va les payer, il est temps de ranger votre caméra. Il est temps, parce qu'on ne va pas permettre cela. Non. On ne va pas permettre cela. Si on commence à donner de l'argent et que la nouvelle est sûre, on va exiger que nos parents, nos militants dans les villages soient aussi rémunérés. Ouais, c'est important. Parce qu'on ne peut pas accepter l'injustice. Non. Non. Vous ne menez pas plus de combats que ces gens qui sont dans les villages, à moto, partout où ils vont, où ils surveillent, donc qui sécurisent nos résultats lors des élections. Souvent dans des conditions difficiles, où ils peuvent risquer leur vie. Dans le convoyage donc des choses. Ils peuvent faire des accidents. Mais vous pensez que ceux-là, ils doivent faire un travail bénévole, mais vous qui êtes assis dans une climatisation, dans une chambre climatisée, ou bien un salon climatisé, avec un téléphone devant, vous finissez de vociférer, crier, vous dites donnez-nous l'argent. Au nom de quoi? Donc on va vous montrer qu'on peut ouvrir caméra, faire vidéo, parler de son pays, faire la promotion de son pays, de son parti, sans qu'on exige quelque chose en retour. Il faut que ces valeurs-là reviennent. Et je vais le faire. C'est une promesse. Et je vais le faire. Donc, chers amis, c'était ma petite intervention. Ça a été long, mais il fallait que ça soit long pour que certaines personnes ne s'inscrivent pas dans la voie des assauts en global. Qui voient la Côte d'Ivoire en plusieurs catégories. Ivoiriens, donc de souche, fils d'immigrés, guinéens, maliens, burkinabés. Il ne faudrait pas que des jeunes gens puissent suivre l'exemple de Sassou. Voilà pourquoi on interpelle, on essaie de conscientiser, on essaie de sensibiliser, parce qu'il est important. Nous avons des enfants aujourd'hui, d'autres se sont mariés à des nordistes, certains sont mariés à des amis, donc ça veut dire c'est un brassage, que ce soit patronyme, que ce soit culturel, que ce soit religieux, c'est une diversité. Donc demain, ce que vous cautionnez aujourd'hui, mais demain peut arriver à votre enfant. Demain, ça peut arriver à votre enfant. Et c'est de génération en génération, parce que les enfants de Lagui vont s'appeler Lagui, ainsi de suite. Donc si Lagui est considéré comme guinéen, toute sa suite sera considérée comme guinéen, parce qu'ils vont porter le nom de leur père. Et donc si demain vous avez des sœurs de Galébré, comme Zasso, quand demain elles vont faire des enfants avec des Lagui shérifs, mais ces enfants vont porter les noms, donc des noms guinéens selon lui. Donc ces gens-là seront considérés comme des Guinéens. Est-ce que c'est cette société-là que vous voulez? Si c'est ça, mettez oui. Si ce n'est pas ça, mettez non. Mais disons non à ce genre de comportement. Et combattons cela. Ce n'est pas ce modèle de société que nous voulons construire. Pour moi, je ne suis pas dans les histoires de classe, ce n'est pas mon quotidien. Mais je n'accepte pas qu'on catégorise les citoyens dans un pays. Je n'accepte pas l'injustice. Je n'accepte pas les délits de toutes sortes. Et donc, chaque fois que des gens vont s'inscrire dans ça, en tout cas, retenez un nom. Kokora Nzin va sortir pour dénoncer. Et je ne pense pas que quelqu'un puisse me l'empêcher. Personne ne peut m'empêcher de faire ça. Parce que personne ne paye mon internet, personne ne paye ma maison, aucun cadre ne me donne un sou. Depuis que je suis ici là, il n'y a aucun cadre qui peut me dire qu'il va te donner $1. Non. Jamais. Je mets quiconque au défi. Comme Zasso l'a dit, il dit, depuis que je suis venu, Enza Kamara me nourrit. Enza Kamara est vivant. Il vit à New York. Demandez-lui s'il va une fois donner de l'argent pour vivre. Ou bien je l'ai appelé une fois pour dire, grand frère, j'ai besoin d'argent. Jamais. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. En tout cas, pour l'heure, je ne compte pas le faire. Parce que c'est pas... J'ai ma fierté, j'ai ma dignité. Je ne dis pas que tous les amis sont comme moi, mais ma culture me l'empêche. M'empêche donc de tendre la main. Parce que quand tu tends la main, tu es humilié. Je n'ai plus 30 ans, j'ai plus de 40 ans. Donc si je dois tendre la main, mais et mon fils, lui, il fait quoi? Si le père tend la main, que fera le fils? Que feront les enfants? Donc un homme ne doit pas jamais tendre la main, surtout quand il y a une famille, pour la dignité. Et c'est ça qu'il faut dire à Zasso. Il faut arrêter de pleurer. Un garçon ne pleure pas. Un garçon, il se bat dans la vie. Et il sort la tête haute. Et là, on le respecte.
Tu peux regarder droit dans les yeux de quelqu'un pour lui parler parce que tu ne lui dois rien. Mais quand le gars t'a nourri, mais demain, quand il parle, parce que tu as peur qu'il te casse les papos, comme le disent les gens sur la toile. Il va te casser les papos, donc tu as peur. Voilà, comme on était enfant, quand tu manges dans la cour des voisins, tu ne peux pas, parce que quand il y a par là, ils vont dire, oh, lui là, il mange sur les gens. Donc c'est ça. On nous a enseigné ça quand on était petit, il ne faut pas manger sur les gens. C'est ça, c'était pour nous apprendre qu'il ne faut pas aller commander, il ne faut pas demander, il faut prendre ce qui est pour toi. C'est ça qui t'appartient et quand tu l'as, tu es fier. Personne ne peut te regarder pour te dire, lui là, il est comme ceci, il est comme cela. Voilà comment, pourquoi on éduque nos enfants pour dire, il ne faut pas manger sur le voisin. Pas parce que le voisin est méchant, mais c'est une éducation qu'on donne pour nous apprendre à ne pas tendre la main, à ne pas prendre facilement ce qui ne t'appartient pas. Ça t'évite les vols, ça t'évite de te courber, ça t'évite donc de t'agenouiller devant les gens et de tendre la main. Voilà l'éducation que nos parents nous ont donnée. Et nous devons transmettre cela à nos enfants. Mais le comportement des assos, mais ça donne une image à nos enfants pour dire qu'il faut tendre la main, il faut demander. Et quand on ne te donne pas, tu pleures, tu insultes, tu inventes des choses sur les autres. Voilà le comportement que vous voulez véhiculer. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, c'était ma vidéo, mon intervention. Ça a été un peu long, mais il était important que je porte ce message-là à votre endroit et que ça puisse servir. En tout cas, modestement, humblement, j'ai fait ma part en tant que citoyen libre, mais aussi en tant que politique. Voilà, parce que j'ai le parcours du politique et j'en suis fier. À mon jeune âge, j'ai un parcours politique qui a été candidat aux élections législatives. Et pour ceux qui n'avaient pas vu, qui n'étaient pas là, voilà ma lettre d'investiture qui est là. Voilà, en 2011, c'est une expérience. Voilà, signé par le ministre Amadou Soumaoro. Voilà le logo du RDR pour ceux qui connaissent le RDR. Voilà. Donc, je ne suis pas un parvenu. Je suis un militant puis un enfant tout craché donc du RDR et du président Alassane Ouattara. Moi, je ne vais pas pour crier comme les assos pour dire je connais Ouattara, je connais RDR. Ça, c'est en 2007. Bon, merci. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.